Grâce à une subvention inconditionnelle de notre généreux commanditaire Teva Neurosciences, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule éducative portant sur la sclérose en plaques. Cette capsule vise à améliorer vos connaissances générales sur la sclérose en plaques. Bon visionnement! La sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central, c'est une maladie neurologique. C'est une maladie qui donne des plaques d'inflammation dans le cerveau et la moelle épinière. L'inflammation dans la sclérose en plaques, c'est constitué de globules blancs et d'anticorps. Ce sont des éléments de notre système immunitaire. C'est une maladie probablement auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'allergie à certaines composantes du tissu nerveux. C'est comme si notre propre système immunitaire se trompait et attaquait notre propre système nerveux en pensant que c'est un corps étranger. Donc, vous avez le nerf au centre, qu'on appelle l'axone, puis autour, il y a l'isolant au niveau du nerf qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est la substance graisseuse qui entoure la fibre nerveuse. Elle protège le nerf et elle permet une meilleure conduction nerveuse. Alors, quand vous avez une attaque de la myéline, quand vous avez quelque chose qui s'attaque à la myéline, alors le courant électrique qui passe le long du nerf, bien, il va cheminer assez rapidement, mais à l'endroit qu'il n'y a plus de myéline, il va bloquer. Et à ce moment-là, l'électricité ne peut plus cheminer. Et dépendant où se trouve la myéline qui a été touchée, parce que le cerveau, c'est un organe assez complexe avec des structures, des fonctions bien précises, et une région du cerveau a une fonction, une autre région du cerveau a une autre fonction. Alors, si la myéline touche une région du cerveau bien particulière, l'électricité ne cheminera pas à ce niveau-là, puis il va y avoir des symptômes dépendant de la fonction du cerveau qui est touchée. Les symptômes de la sclérose en plaques sont très variables, non seulement d'une personne à l'autre, mais d'un épisode à l'autre chez la même personne. Des troubles de la vue, des engourdissements dans les mains, dans les pieds, des troubles pour uriner, par exemple, difficulté à se retenir, des troubles de coordination dans les mains en marchant, des jambes faibles. Donc, c'est assez varié, hein? C'est très varié d'une personne à l'autre. La fatigue, des petits troubles de mémoire, des choses comme ça. La grande majorité des gens, je dirais que 90% des patients débutent généralement entre 20 et 40 ans de la maladie. Il y a un peu plus les femmes que les hommes, dans une proportion de 3 pour 2. On peut être très affirmatif, ça ne s'attrape pas. La sclérose en plaques n'est pas une maladie contagieuse. On dit en gros que pour chaque 100 000 personnes, il y en a 200 qui ont la sclérose en plaques. Alors c'est une maladie répandue, fréquente. On ne connaît pas la ou les causes de la sclérose en plaques. On sait par contre qu'il y a plusieurs causes à la maladie. Et au cours des dernières années, ce qui est devenu de plus en plus évident, c'est qu'il y a une composante génétique à la maladie. Elle n'est pas véritablement héréditaire. Elle ne suit pas les lois de l'hérédité. On sait qu'il y a des gènes qui prédisposent à ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la maladie qu'il y a nécessairement quelqu'un d'autre dans la famille qui a la maladie. Ça, c'est la composante génétique. L'autre cause, c'est qu'il y a un facteur autre qui joue, un facteur probablement de l'environnement. Est-ce que c'est une toxine, un facteur toxique qui pourrait être dans l'air ou dans l'eau ou dans les aliments? On ne le sait pas. L'autre possibilité, c'est un agent microbien, un virus, un parasite ou une bactérie qui pourrait causer la maladie. Des agents infectieux qui causent une réponse inflammatoire anormale. Mais ce n'est pas un agent en particulier, ça peut être différents agents. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine parce que je crois que la façon de se débarrasser de la sclérose en plaques, c'est de trouver la cause. Le diagnostic de la sclérose en plaques est en grande partie clinique, c'est-à-dire que ça repose sur l'entrevue que le neurologue fait avec la personne et sur les signes cliniques qu'on retrouve à l'examen. Le plus souvent, c'est assez simple. Une personne de 23 ans qui a une atteinte de la vision, 3 mois après, elle a les jambes engourdies, c'est fait, là. Mais on ne se contente pas de ça. On fait une résonance magnétique pour voir les lésions. Quand on combine la clinique puis la radiologie, puis on n'est pas encore capable de faire le diagnostic, alors dans certains cas, on va peut-être utiliser des fois la ponction lombaire qui va nous aider à faire le diagnostic parce qu'on va chercher des anomalies à la ponction lombaire qui vont nous aider au diagnostic. Et il y a aussi des potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, ce sont des tests qui impliquent soit la stimulation d'un nerf sensitif ou de la vision pour voir s'il y a un ralentissement dans les voies nerveuses. Mais parfois, même tout ça est insuffisant et la seule façon d'arriver à un diagnostic, c'est d'assurer un suivi, de revoir le patient et peut-être de refaire les tests.
La grande majorité des gens qui ont la sclérose en plaques vont évoluer par ce qu'on appelle la forme poussée-rémission. 80% des patients, des maladies ont cette forme-là. Alors, la forme poussée-rémission, c'est que les gens vont faire un événement poussé qui va durer un certain temps avec des symptômes qui vont récupérer complètement ou partiellement. En moyenne, on dit que les gens font à peu près une poussée par année. Ça, c'est la moyenne des gens. Il y a une autre forme qui s'appelle la forme primaire chronique progressive primaire. Alors, c'est des gens qui ne font pas de poussée. Ça, c'est des gens qui viennent nous voir parce que depuis 2-3 ans, ils constatent qu'ils ont des pertes. Alors, c'est des gens qui constatent que quand ils marchent, ils ont plus de difficultés, que la jambe est plus lourde, qui font un peu de chute, qui ont besoin de plus de soutien. Puis ça évolue lentement sur des mois et des années. Ces gens-là font pratiquement jamais de poussée. Alors, donc, c'est une perte graduelle. Il y a une autre forme qui existe, c'est la forme progressive secondaire. Ça, c'est des gens qui ont commencé par avoir une forme poussée-rémission. La majorité des gens commencent comme ça. Et malheureusement, avec le temps, les gens qui ont une forme poussée-rémission après 15, 20, 25 ans, 30 ans, il y a des gens pour qui la maladie va se modifier. Alors, ces gens-là vont faire moins de poussée, éventuellement, ils n'en feront plus. Et ce que les gens vont constater, c'est qu'ils ont des pertes, c'est qu'ils perdent de leur capacité graduellement sur des mois et des années, sans faire de poussée. Il y a une quatrième forme qui est décrite dans les bouquins, mais qui est plus contestée, c'est la forme progressive imitante. C'est des gens qui ont une forme progressive primaire, qui éventuellement font des poussées. Il y a à peu près 30% des gens qui ont une forme progressive primaire qui débutent donc par une forme progressive, puis éventuellement vont faire des poussées. Dans les bouquins, on parle de cette forme-là, mais les études d'évolution naturelle, là, les gens qui ont les cliniques qui ont évalué l'évolution naturelle de ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas différents des formes progressives primaires. Les poussées sont occasionnées le plus souvent par une infection quelconque, un rhume, une infection de vessie, ou par un gros stress, un revers financier, une maladie dans la famille, des choses comme ça. La poussée en tant que telle, le maximum des dommages, ça se fait généralement en dedans de 2 semaines, le maximum des dommages sont installés. La récupération, elle, va généralement se faire en quelques jours, des fois en 2-3 mois. Dans 20% des cas, la maladie évolue de façon d'emblée progressive. Les problèmes surviennent lentement, insidieusement. On évalue qu'après 15 ans d'évolution, il y a à peu près 20% des gens qui sont au fauteuil roulant. Les poussées deviennent moins fréquentes et s'installent des déficits progressifs qui malheureusement connaissent il y a moins de rémission. Il y a des gens qui vont être fonctionnels, qui n'ont pas besoin du fauteuil roulant, mais qui ont eu à un moment donné dans leur évolution des attaques qui les ont obligés peut-être d'utiliser une canne pendant un certain temps. Il y a probablement 15% de personnes qui auront une évolution bénigne, où ils auront à peu près rien. Là. Donc, il y a des gens qui sont en pleine forme, c'est-à-dire qui n'ont presque pas eu d'événements dans leur vie, qui sont tout à fait fonctionnels, qui, même sans traitement, ont une bonne évolution. Mais c'est certain qu'il y a un risque de handicap. C'est une maladie qui est difficile. C'est une maladie sérieuse, il n'y a pas de doute. Il existe des traitements pour la sclérose en plaques. Ce ne sont pas des traitements curatifs, par contre, mais il y a des traitements. Depuis 1996, on a eu la chance d'avoir des traitements. Et quand je parle de traitement, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs traitements qui sont mis disponibles. Actuellement, il y a 4 traitements qui sont reconnus pour la forme poussée-rémission. Ces traitements-là ont tous comme point commun de diminuer la fréquence des poussées, d'en diminuer la sévérité, et aussi ont comme effet aussi de diminuer l'importance de l'activité qu'on peut voir à la résonance magnétique. Alors, ce sont des médicaments qui se donnent par injection, qui ont certains effets secondaires, mais qui ont eu un impact sur la maladie. Ça améliore la résonance magnétique, ça améliore jusqu'à un certain point la qualité de vie, mais ça n'est pas une cure, ça c'est très clair. C'est énorme le développement qu'on a eu dans la compréhension de la maladie. Évidemment, on aime parler d'un remède curatif, mais pour ça, il va falloir attendre la découverte de la cause de la maladie. Pour nous aider à comprendre quels sont les mécanismes là, qui font que tout ça travaille ensemble pour aboutir à une maladie. Mais il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, quand je me suis impliqué en sclérose en plaques, il y a maintenant une quinzaine d'années, il y avait une motivation pour le faire, c'est que j'avais l'impression, comme résident en neurologie, que dans les maladies neurologiques, s'il y avait une maladie qu'on pouvait vaincre, c'était vraiment la sclérose en plaques. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-268-7582 ou encore à visiter notre site web au www.sclérosenplaques.ca/QC.